Ravi de vous retrouver en ce samedi 23 mai 2026, fidèles téléspectateurs de Cherche la télévision. Si vous nous rejoignez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Voici l'unique et principal titre de votre journal. Santé, examen et adoption de plusieurs projets de loi, c'était ce vendredi 22 mai 2026 dans la salle Djely Baba Sissoko du Centre international des conférences de Bamako, CICB. Vous le verrez dès l'entame de cette édition. Bonsoir. Partout où vous nous regardez, aimables téléspectateurs de Cherche la télévision, ravi de vous présenter cette session d'information en direct. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, les membres du Conseil national de transition CNT ont tenu ce jeudi 21 mai 2026 la deuxième séance plénière de la session ordinaire d'avril 2026. Ils ont procédé à l'examen et l'adoption de plusieurs projets de loi. C'était dans la salle Djely Baba Sissoko du Centre international des conférences de Bamako, CICB, placé sous la présidence du général de corps d'armée, l'honorable Malik Diaw, président du CNT. Le premier point inscrit à l'ordre du jour a porté sur l'adoption de procès verbal. Le reportage est signé Amadou Kamara et Boubacar Traoré. Cette séance plénière, marquée par un climat de rigueur et de consensus, a permis l'examen et l'adoption de plusieurs projets de loi majeurs, traduisant la volonté des autorités de la transition de consolider la stabilité économique, administrative et sociale du pays. La Commission des mines, de l'énergie et de l'eau a été saisie pour la ratification du projet de financement de la boucle partielle, financement partiel de la boucle Nord, et qui est un projet très important aujourd'hui quant à la desserte de l'électricité en République du Mali. Donc c'est un projet multibailleur, BAD, BID, BOAD et la République du Mali. Donc nous venons de financer ce projet, ce financement de la BID pour pouvoir continuer le travail. Après celui de la boucle sud qui a été pratiquement exécuté à hauteur de 93%. Nous avons tenu à respecter la procédure législative qui consistait à inviter les parties prenantes, les acteurs qui sont les ONG, les associations, la société civile, les syndicats des travailleurs des collectivités territoriales à venir échanger avec eux sur le contenu du projet de loi soumis à notre attention par Monsieur le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. À travers tout ça, nous avons compris que ces projets de loi étaient tellement importants parce qu'ils suivent la logique des réformes entamées aujourd'hui par les plus hautes autorités de notre pays. Parmi les projets de loi adoptés figure le projet de loi portant règlement du budget 2023, adopté à l'unanimité par 124 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Présentée par le ministre de l'économie et des finances, elle vise à ajuster les prévisions budgétaires face aux réalités économiques actuelles et à optimiser les ressources publiques pour soutenir les priorités nationales. Nous venons d'adopter à l'unanimité la loi de règlement 2023 et en clair, le quitus donné par le Conseil national de transition au règlement de ce budget dénote vraiment la qualité qui a été des documents qui nous ont été présentés pour examen. Il y a eu la militarisation de la police et de la protection civile. Je travaille sur papier, la militarisation, l'acte a été pris. Mais c'est un long processus. Et ce que nous venons de faire aujourd'hui, si ça ne complète pas totalement le processus, ça permettra au processus, à la protection civile et aussi à la police de travailler sereinement dans des conditions édictées par les textes en vigueur. Ensuite, les projets de loi régissant la police sanitaire des animaux terrestres, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 2026-0 PTRN du 13 mars 2026 portant la création de l'Agence nationale des collectivités territoriales. Et enfin, les projets de loi portant ratification de la création des directions générales de la police nationale et de la protection civile. Tout d'abord, je voudrais remercier les honorables membres du Conseil national de transition du Mali pour avoir adopté
à l'unanimité les deux projets de texte qui concernent donc pour le premier texte la création d'une société de patrimoine appelée SOPAMI, donc Société de patrimoine minière du Mali. Et la deuxième concerne la participation de l'État du Mali à hauteur de 51% dans la société appelée Kharaki OSA. Donc il y a une société où l'État va détenir 51% avec le partenaire chinois Oxim qui va détenir donc 49% du capital. Comme vous venez de le dire, on a fait passer deux lois. La loi portant création de la Direction générale de la police nationale et la loi portant création de la Direction générale de la protection civile. Et ces lois viennent renforcer davantage ces deux structures parce que depuis la militarisation de la police et de la protection civile en 2022 par la loi 037 du 27 octobre 2022, beaucoup de textes ont été pris. On a eu à prendre et relire le statut général des militaires pour intégrer la police et la protection civile. Nous avions eu aussi à prendre deux décrets fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de ces deux directions. Et récemment, les deux ordonnances. Et aujourd'hui, nous sommes passés à la ratification des deux ordonnances. Les deux premiers projets concernaient l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, communément appelée ANICT. Nous avons décidé, dans le cadre des réformes, de faire un changement structurel au niveau de l'ANICT pour permettre à l'ANICT d'avoir de nouvelles compétences. La police sanitaire, c'est en réalité l'ensemble des mesures que le gouvernement prend pour voir au niveau des animaux quels sont les problèmes sanitaires, comment les contrer, comment les soigner, les maladies qui peuvent émerger. Et vraiment, de l'autre côté, par rapport à la répression, comment on fait les enquêtes et comment réprimander les indélicats. Donc dans le cadre de la bonne gestion, de la transparence et de la redevabilité, les textes obligent le gouvernement à présenter le point de l'exécution du budget qui lui a été octroyé par le Conseil national de transition. Donc il s'agit à travers la loi de règlement de présenter aux honorables membres du Conseil national de transition quelle a été l'exécution des dépenses et des recettes que nous avons eues, qui nous ont été autorisées en début d'exercice. Donc c'est un travail extrêmement important et très capital. Signalons qu'avec ces adoptions de ces différents projets de loi, notre pays franchit une nouvelle étape importante vers une gestion budgétaire plus transparente et plus responsable. Le vote à l'unanimité des membres du CNT reflète un consensus autour de l'importance de ces différentes lois pour stabiliser les finances publiques et soutenir le développement économique du Mali, tant prôné par les autorités de la transition. Exactement, il est 18h09 Amdalaï Asseïdemil, cet élément en image à la demande de son président Asseïd Cherif Ousmane Madan Haïdara. Le Haut Conseil islamique du Mali a organisé une conférence de presse ce samedi 23 mai 2026 à son siège 6 Amdalaï Asseïdemil en commune 4 du district de Bamako. Cette rencontre avait pour objectif d'annoncer les reports de l'événement initialement prévu le 2 mai. Désormais est fixé au 20 juin 2026 au Palais de la Culture Amadou Ampateba. La conférence a été également l'occasion de lancer un appel à l'ensemble des Maliens de toute confession pour l'unité, la paix et la réconciliation nationale. Vous apercevez sur ces images, donc faut-il le rappeler, la cérémonie de ce congrès sera placée sous la présidence du ministre de la Réconciliation, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, le vice-président du Haut Conseil islamique du Mali, M. Ibrahim Kontao, s'est exprimé au micro de notre reporter Mamadou Ben Cherif Soumano. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallim. Communiqué de presse du Haut Conseil islamique du Mali. L'analyse des enjeux de paix
de réconciliation et d'unité de la communauté musulmane du Mali en 2026 s'inscrit dans un contexte particulièrement complexe. L'immense majorité de la population partage la foi islamique. Malheureusement, cette religion est utilisée ces dernières années comme un outil de propagande des groupes terroristes et de stigmatisation de certains acteurs religieux. La crise actuelle a exacerbé la tension entre les différentes sensibilités de l'islam au Mali. Les désaccords sur la manière d'interagir avec les préceptes de l'islam divisent parfois les instances religieuses. Néanmoins, dans de nombreuses localités, ce sont les imams et les chefs religieux qui négocient des pactes d'entente pour protéger les civils. Tolérant et intégrateur, l'islam est un véritable socle de la résilience sociale, de la cohésion et d'entente entre les populations, malgré leur diversité culturelle et ethnique. Face à ce triste constat, le président du Haut Conseil islamique du Mali a initié depuis mars 2026 des démarches auprès des leaders religieux musulmans en vue de trouver des solutions aux nombreux défis auxquels l'islam et notre pays font face. Ces démarches inclusives et collégiales ont abouti à l'idée de l'organisation d'un forum, des leaders religieux dont le thème est la journée des rassemblements national pour l'unité des musulmans du Mali. Cette journée est placée sous le haut patronage des ministres en charge de la réconciliation et de la cohésion sociale et se tiendra le 20 juin 2026 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Elle regroupera les leaders religieux, les associations musulmanes, les leaders communautaires et les représentants des départements ministériels chargés de la question. Elle vise, entre autres, à renforcer l'unité des musulmans et des tendances religieuses au Mali pour faire face aux défis et protéger l'islam et ses valeurs. Renforcer le rôle du Haut Conseil islamique du Mali et des leaders religieux musulmans dans la recherche de la paix sociale et de la stabilité. Promouvoir la tolérance et le respect mutuel entre les différentes communautés religieuses et améliorer l'organisation et la gestion des édifices religieux. Contribuer au processus de réconciliation nationale. Faire face aux défis et aux menaces auxquels notre pays est confronté. Le Haut Conseil islamique du Mali compte sur la mobilisation de l'ensemble de la communauté musulmane, des leaders communautaires et des hommes des médias à cette importante rencontre. Au vu du contexte actuel de notre pays, le Haut Conseil islamique du Mali appelle la population à la retenue, à la résilience et à l'union sacrée autour du Mali. Avant de terminer, le Haut Conseil islamique du Mali réitère sa condamnation des actes terroristes préparés et perpétrés le 25 avril 2026 contre plusieurs localités du pays et réaffirme son soutien aux FAMA dans la lutte contre le terrorisme. Puisse Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, renforcer l'unité des musulmans dans un Mali apaisé et prospère. Fait à Bamako, le 23 mai 2026, le Haut Conseil islamique du Mali. L'actualité toujours en permanence de Chérif la télévision, conduit par son président, Monsieur Oumar Diallo, le bureau de la délégation régionale de la Chambre d'industrie, de la Chambre de commerce et d'industrie du district de Bamako, a été reçu dans les locaux de la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Prise de contact et échange fructueux était au menu de cette prise de contact. L'élément complet est signé Alhamidou Badini.
Le tout nouveau bureau de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du district de Bamako, conduit par son président Oumar Diallo, a effectué une visite de courtoisie à la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako. Une rencontre avec le directeur régional Fousseini Bamba, placée sous les signes du dialogue et du partenariat. Objectif de la visite, établir un premier contact, présenter les membres du nouveau bureau et explorer les pistes de collaboration entre les deux structures. Les gens se sont portés sur l'établissement d'un partenariat dynamique entre les deux structures commerciales. Nous avons souhaité établir la collaboration entre la DRCC et la délégation régionale du district de Bamako, et notamment sur l'approvisionnement des marchés en denrées de première nécessité. Le contrôle des prix, le contrôle des stocks et la lutte contre la concurrence déloyale pour la grande satisfaction des consommateurs. Nous remercions le directeur de la DRCC, à la personne de M. Bamba, pour l'accueil chaleureux et réservé à notre bureau et des bons conseils. Ici, on ne peut pas quitter sans remercier les plus hautes autorités pour la bonne organisation de ces élections-là au niveau de la Chambre de commerce et de l'industrie du Mali. Une initiative saluée à sa juste valeur par le directeur régional qui voit un pas important vers le renforcement du cadre de coopération entre la délégation régionale de Bamako et la DRCC. Cette visite nous a permis vraiment d'échanger vraiment sur les questions d'ordre du district de Bamako, en ce qui concerne l'approvisionnement de la ville et d'autres sujets. Quand même, ça a été vraiment une visite vraiment très importante parce que ça nous a permis vraiment d'échanger les contacts et pour pouvoir planifier des choses dans des cadres dans lesquels nous pourrons travailler ensemble pour le bonheur vraiment des citoyens du district de Bamako. Là déjà, nous sommes très satisfaits de la nature des relations que nous avons avec les commerçants, c'est-à-dire les bureaux, que ce soit au niveau de la Chambre, au niveau national, que ce soit au niveau régional, les regroupements syndicaux. Bon, donc à tous ces niveaux, vraiment, nous avons de très bons rapports. Nous avons des relations très apaisées, vraiment, avec eux. À chaque fois, quand nous avons besoin d'eux, ils sont toujours là à nos côtés, et puis de vice-versa aussi. Je vois que c'est un bureau vraiment qui est engagé, qui veut vraiment faire des changements, qui veut travailler dans une certaine cohésion entre vraiment les opérateurs même et puis vraiment bien travailler avec l'administration. Certaines questions ont été abordées, bon, donc il s'agit pour nous de les approfondir. Peut-être qu'il y a des sujets d'ordre régional qui a lieu vraiment à ce qu'on puisse vraiment s'y retrouver pour discuter davantage vraiment de ces sujets-là, parce que ils ont des préoccupations, parce que nous sommes du côté de l'administration. Donc ensemble, nous allons discuter de ça, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'ensemble nous puissions rapprocher les plus hautes autorités avec les propositions. Donc en ce moment, pour le bonheur vraiment des populations du district de Bamako. Cette rencontre qui s'est déroulée dans une atmosphère conviviale et constructive s'est achevée sur une note de satisfaction partagée. Les deux parties affichent ainsi leur volonté commune de bâtir un partenariat dynamique au service du développement des activités économiques dans le district de Bamako. Direction le pays des hommes intègres où les ansars de ce pays ont initié une journée de dons dans le cadre de la commémoration de la date anniversaire du guide spirituel des Ansars, son éminence Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Pour l'occasion, les Ansars de Bobo Dioulasso ont offert de matériel au centre hospitalier universitaire de Sourou. Sanou de Bobo Dioulasso, c'était en présence de plusieurs personnalités venues de tous les horizons de la dite localité. On fait le point avec notre correspondant. La voix vous est signée Amadou Kamara. 71 ans au service d'Allah et de l'humanité entière, le président de la fêtière islamique. Dans le cadre des festivités commémoratives du 12 mai, date anniversaire de son éminence Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, les Ansars du Burkina Faso ont offert gracieusement du matériel sanitaire au CHU de Sourou de Bobo Dioulasso.
Alors il faut dire que l'association Ansardine, c'est une association qui œuvre dans plusieurs domaines. Nous sommes aujourd'hui à l'hôpital Soro-Sono pour célébrer le 111e anniversaire de Chérif Ousmane Madane Haïdara, ce grand homme qui n'est plus à présenter. Nous sommes à notre 7e édition. Alors, la célébration du 12 mai regroupe plusieurs choses pour nous. C'est d'abord un hommage que nous rendons à Chérif Ousmane Madane Haïdara pour toutes ces années qu'il a passées pour édifier nos cœurs. Ensuite, c'est une journée de solidarité pour nous, pour toute la communauté Ansar, parce qu'à travers cette journée, nous faisons des dons. En témoigne le geste noble que nous avons fait au niveau donc, de la Cour de la Solidarité le 12 mai, en remettant donc des dons des vivres aux pensionnaires de Colma. Également, c'est une journée de solidarité puisque nous profitons de cette journée pour apporter beaucoup de joie dans plusieurs familles et également répondre à l'appel du président du Faso parce que chaque Burkinabé doit contribuer au développement et à l'émergence de son pays. Donc nous sommes dans cette dynamique. Très émus de recevoir ce don, les responsables de l'hôpital ont remercié et félicité le guide spirituel des Ansar, son éminence à Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara, à travers les Ansar de Bobo Dioulasso, pour ce geste de grande solidarité agissante qui, selon eux, va combler les vides que l'hôpital traversait depuis longtemps. C'est vraiment un ouf de soulagement parce que quand nous voyons le matériel qui a été livré, ça répond exactement à un certain nombre de besoins urgents. Nous avons par exemple des dopplers fœtaux, on en avait vraiment besoin, la table d'accouchement on en avait besoin, les aspirateurs on en avait besoin. C'est vrai qu'il y a un plan de réhabilitation de l'hôpital, mais ça n'a pas encore commencé. Ça commence déjà parce que le gouvernement a fait énormément de choses au sein du CHU. Mais ce don vient en complément et je pense que c'est vraiment une bonne chose. Il faut comprendre que nous qui travaillons avec les femmes, nous voyons leurs souffrances, mais nous voyons aussi nous nos souffrances quand le matériel nous manque. Donc on ne saurait comment dire merci aux donateurs et vraiment prier Dieu que les autres groupes religieux peut-être suivent l'exemple aussi. C'est l'amélioration de la qualité des soins. Je prends l'exemple du Doppler fœtal. Ça nous permettra, lorsque les femmes viennent, de voir si les mouvements cardiaques les battements cardiaques du bébé sont normaux. Ça, c'est un exemple concret, au lieu d'utiliser ce que nous utilisions avant. C'est vrai que 3, on pense que ça aurait peut-être été mieux que ce soit un peu plus, mais c'est déjà pas mal. C'est la table d'accouchement. Donc, c'est l'aspiration et l'aspirateur qui a été donné. Je pense que c'est du matériel qui va impacter directement sur la qualité des soins. Et là, on ne saura que dire vraiment merci. Merci et nous souhaitons aussi un joyeux anniversaire aux grands donateurs. Et nous prions que cette collaboration puisse continuer avec le CHU. A noter que ce 71e anniversaire de son éminence à Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara a été célébré par la plus belle des manières par les militants et sympathisants ansardines de Bobo Dioulasso en offrant plusieurs cadeaux aux plus nécessités pour magnifier la grandeur du Tout-Puissant en leur donnant à Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara. Parlons toujours des festivités du 12 mai, toujours au Burkina Faso, tenue de la traditionnelle cérémonie de remise de dons de sang, couplée donc à une importante remise de vivres et non-vivres aux couches vulnérables. C'est une initiative des Ansar du Burkina Faso qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'anniversaire du guide spirituel des Ansar, à Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara. Donc l'événement s'est déroulé dans la cour de la solidarité de Bobo Dioulasso en présence de plusieurs militants et sympathisants Ansar. Nous restons toujours avec notre correspondant Harouna Ba. Cette fois-ci, c'est avec la voix de Fatoumata Yakani. 71 ans au service d'Allah et de l'humanité entière, le président de la fêtière islamique du Mali n'a pas vécu inutile. Dans le cadre de la célébration de son anniversaire le 12 mai, les militants Ansar du Burkina Faso ont une fois de plus respecté le rendez-vous en initiant une journée de dons de sang à l'intention des personnes dans le besoin, tout en remettant une importante quantité de dons composés de vivres et non-vivres. Les militants Ansar n'ont pas manqué les rendez-vous. Donc aujourd'hui c'est son anniversaire
le 71e anniversaire du guide des Ansar. Donc en principe, tout le Burkina aujourd'hui, à travers le pays, on fait ces dons pour manifester notre gratitude à l'endroit du guide. Le guide, il a fait toute sa vie pour accompagner les fidèles musulmans vraiment dans le bon chemin, vers le bon chemin. À enseigner les musulmans à faire du bien au prochain, à faire du bien aux diminués, vraiment à poser des œuvres sociales pour montrer au monde entier que l'islam n'est pas seulement la prière, mais l'islam c'est le bon voisinage, c'est regarder à travers les personnes qui souffrent à côté de toi, les venir en aide et puis vraiment faire du bien à son prochain. Raison pour laquelle, durant son anniversaire, on pose beaucoup d'actes. Si vous avez bien écouté, et on a trouvé au moins 320 poches de sang pour la transmission sanguine, pour sauver des vies. Donc aujourd'hui encore, ce matin, on est là pour donner des vivres aux pensionnaires de la Cour de la Solidarité qui en ont besoin. Ces gens-là, vraiment, on le sait, tout le monde peut tomber malade. Mais ils sont en difficulté aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire. Il faut que les gens viennent en aide. Le Centre national de transfusion sanguine du Burkina Faso a salué la collaboration franche des militants Ansar et a souligné leurs efforts pour le bien-être de la population en donnant leur sang pour sauver des vies. Ils ont également tenu à remercier les guides spirituels des Ansar. Et chaque année, on peut dire que ce mouvement-là nous organise une collecte de sang qui est vraiment la bienvenue parce que ça tombe vraiment sur une période où on est en train d'entamer la période hivernale. Donc le CRTS, par ma voix, profite pour souhaiter un joyeux anniversaire au guide et vraiment qu'on puisse toujours continuer cette collaboration. Donc vraiment les gens se sont mobilisés, et les sympathisants et les amis venus vraiment au lieu du don de sang. Bon, vraiment, pour le moment, on voit que vraiment il y a toujours du monde qui continue toujours d'arriver et nous souhaitons avoir plus que ça. Et 500 à 600, nous souhaitons avoir ça. Mais pour le moment, vraiment, on continue toujours d'avoir des invités, des gens et toujours des gens qui arrivent sur les lieux. Bon, vraiment, oui, il y a un parti, puisqu'on voit vraiment la mobilisation des gens et de manière que les gens se sont engagés. Vraiment, nous voyons que vraiment c'est du bien. Les bénéficiaires ont également reconnu l'engagement des Ansar en faveur des couches vulnérables. Cela va faire 14 ans de manière affilée. 14 ans de façon ininterrompue que les Ansar, à travers leur organisation provinciale, nous viennent en aide au niveau de la Cour de solidarité de Colma. Et cela ne peut avoir d'autre effet chez nous que le contentement, que le remerciement. Et les Ansar, à travers leur acte de ce matin, comme les 13 éditions passées, interpellent chaque Burkinabé sur la nécessité d'être utile aux autres. Plus précisément encore, les personnes démunies. Donc, au nom des pensionnaires et au nom de ma hiérarchie, en l'occurrence le directeur provincial en charge de la solidarité nationale, je leur dis grand merci pour ce geste encore aujourd'hui qui commémore le 71e anniversaire de leur guide spirituel. L'initiative vise à remercier le Tout-Puissant Allah d'avoir accordé une nouvelle année à Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara. La journée a été marquée par la remise des dons et des bénédictions pour la paix et la stabilité. Plusieurs années de bonus pour les guides spirituels des Ansar qui célèbrent ses 71 ans de vie sans transition. Nous vous proposons le tour du monde de l'actualité internationale. C'est en plus bref et en image, commenté par Moussa Famba. Le Sénégal vient de tourner une page politique aussi spectaculaire qu'inattendue. En limogeant son premier ministre Ousmane Sonko le 22 mai 2026,
le président Bassirou Diomaye Faye met officiellement fin à un tandem qui avait incarné pendant quelques mois l'espoir d'une rupture radicale avec l'ancien système politique sénégalais. Lorsque Bassirou Diomaye Faye remporte l'élection présidentielle de mars 2024, sous la bannière du PASTEF, beaucoup voient en lui le prolongement politique d'Ousmane Sonko comme ils l'ont voulu. À l'époque, Sonko est empêché de se présenter à la présidentielle à cause de cette démêlée judiciaire. Le premier choc a lieu en juillet 2025 lorsque Ousmane Sonko évoque publiquement un problème d'autorité, voire une absence d'autorité. Derrière cette formule, beaucoup comprennent une critique directe contre le président Diomaye Faye, accusé de manquer de fermeté et de faire preuve de lenteur dans la mise en œuvre des réformes promises. La question de la reddition des comptes devient alors un sujet à polémique. Le second acte de la rupture survient en novembre 2025 lorsque le président décide de réactiver la coalition politique ayant porté leur victoire et de confier sa direction à Aminata Touré. Cette décision prise sans l'accord de Sonko est vécue comme une humiliation au sein du PASTEF. Le 2 mai 2026, Bassirou Diomaye Faye franchit un cap en affirmant publiquement qu'il pourrait limoger son premier ministre s'il perdait confiance en lui. Le signal est clair, mais c'est finalement peu après, devant les députés, qu'Ousmane Sonko semble provoquer l'irréparable. Sans attaquer frontalement le président, il critique néanmoins sa position sur le contrôle des fonds politiques de la présidence et de la primature. Le président s'est trompé, déclare-t-il, avant d'ajouter qu'il espère qu'il reprendra ses esprits. Dans n'importe quel système présidentiel, une telle déclaration venant d'un premier ministre constitue presque une rupture de loyauté publique. Quelques heures plus tard, le décret de limogeage tombe. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti mercredi que l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda présente un risque élevé au niveau national et régional, mais demeure faible à l'échelle mondiale. S'exprimant lors d'un point de presse, Ghebreyesus a indiqué que l'OMS avait déclaré plus tôt cette semaine une urgence de santé publique de portée internationale en raison de l'épidémie. Tedros Adhanom Ghebreyesus a précisé qu'il s'agit de la première fois qu'un directeur général de l'OMS déclarait une UFC avant la convocation d'un comité d'urgence dans le cadre du règlement sanitaire international. Selon lui, cette décision a été prise après des consultations avec des ministres de la Santé de la RDC et de l'Ouganda dans le but de mobiliser une action internationale urgente. D'après l'OMS, 51 cas d'Ebola ont jusqu'à présent été confirmés en RDC, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, y compris dans les villes de Bunia et de Goma. L'Ouganda a signalé 2 cas confirmés dans la capitale Kampala, dont un décès concernant des personnes ayant voyagé depuis la RDC. Tedros Adhanom Ghebreyesus a indiqué que l'épidémie était provoquée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, pour laquelle il n'existe aucun vaccin ni traitement approuvé. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères faisant référence aux consultations de la délégation pakistanaise à Téhéran sur les pourparlers visant à mettre fin à la guerre imposée à l'Iran a déclaré qu'ils sont dans la phase de finalisation d'un mémorandum d'entente. Ismaël Bagaye a déclaré samedi que le Pakistan avait joué un rôle important en tant que principal médiateur des pourparlers et que l'objectif du voyage de la délégation à Téhéran était de poursuivre l'échange de messages entre l'Iran et les États-Unis. À ce stade, notre priorité est de mettre fin à la guerre imposée conformément à la proposition en 14 points de l'Iran qui avait fait l'objet de discussions et d'échanges de points de vue. Il a indiqué qu'au cours des derniers jours, certains points ont été abordés et des propositions ont été formulées qui sont encore à l'étude. Concernant la possibilité de parvenir à un accord avec les États-Unis, Bakaye a déclaré qu'il peut dire qu'ils sont à la fois très loin et très près d'un accord. D'une part, nous avons constaté que la partie américaine se contredit et change d'avis à maintes reprises. Elle a exprimé des positions contradictoires à maintes reprises. Nous ne pouvons pas être totalement certains que cette approche restera inchangée. Concernant la situation dans le détroit d'Ormuz, Bakaye a déclaré que le détroit d'Ormuz n'avait rien à voir avec les États-Unis. Un mécanisme devrait être défini entre l'Iran et Oman en tant que pays côtier. Nous sommes en discussion avec les organisations compétentes. Nous sommes conscients de l'importance de cette voie maritime pour la communauté internationale. Cette dernière sait que l'insécurité est causée par les actions agressives des États-Unis et du régime israélien. Elle comprend que la démarche responsable de l'Iran et d'Oman visant à créer un mécanisme pour la navigation en toute sécurité sur cette voie maritime est dans l'intérêt de la communauté internationale.
la tentative du gouvernement américain d'inculper l'un des leaders de la révolution cubaine, Raúl Castro, quelques jours seulement avant son 95e anniversaire, n'a fait que renforcer l'unité des Cubains, a déclaré le président cubain Miguel Díaz-Canel. Raúl incarne l'héroïsme, la dignité et un amour profond pour son prochain, a-t-il écrit sur sa page du réseau social X. Le Nord fragmenté et cruel, qui nous dévalorise en tentant de nous diviser, n'a fait que renforcer nos liens, a souligné Díaz-Canel. Quelques jours avant le 95e anniversaire de Raúl, la tentative de mise en accusation du général a offert une occasion extraordinaire de célébrer son anniversaire en avance. Raúl Castro aura 95 ans le 3 juillet. Le pays qui abrite les terroristes les plus notoires de ce continent, qui opère contre Cuba depuis des années, persiste dans sa rhétorique creuse, nous accusant de soutenir le terrorisme sans fournir la moindre preuve et malgré la condamnation unanime de la communauté internationale, a écrit le président cubain dans un autre message publié sur X. Tout cela s'inscrit dans une campagne médiatique qui s'intensifie rapidement pour justifier une agression militaire contre Cuba, a-t-il souligné. Tôt vendredi matin, une manifestation s'est déroulée devant l'ambassade des États-Unis à La Havane pour condamner l'inculpation de Raúl Castro par le gouvernement américain. La manifestation organisée par l'Union des jeunes communistes était menée par le président Canel. Le 20 mai, les autorités américaines ont inculpé Raúl Castro. CBS News a rapporté que ces accusations pourraient être liées à l'incident de 1996 au cours duquel l'armée de l'air cubaine avait abattu 2 avions appartenant à l'organisation migratoire Frères au Secours basée à Miami. Donc, j'ajoute que l'actualité internationale reste dominée par la démission, sinon l'éviction de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko. C'est ainsi que ce journal se referme ici. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner comme tous les jours. Ne partez pas. D'un matin à l'autre, vous avez rendez-vous avec Samaïra Sanogo pour la version en langue nationale. Bamanankan, d'ici là, portez-vous très bien et que Dieu nous assiste.